XRP, future monnaie des banques, direction les 3 dollars, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bienvenue les Future Whales pour une vidéo spéciale pour le coup sur XRP. On va faire le point sur tous les détails importants, la partie d'entreprise, son fondamental, l'évolution future sur le prix, l'impact et les targets qu'on va pouvoir effectivement viser. Bref, toute la partie analyse technique et également la partie fondamentale qui est plus qu'intéressante et mine de rien, très pertinente au niveau de la solution, en tout cas de l'entreprise de Ripple. Beaucoup également de bruit, en bon comme en mal. On va débusquer un petit peu tout ça. Comme d'habitude, si tu as besoin, je t'invite directement à te rendre en bio pour retrouver tous les liens disponibles. Si tu as besoin de travailler ta situation personnelle, que ce soit ta répartition de crypto-monnaie ou voir effectivement te créer un plan également sur la crypto pour propulser tes résultats, je t'invite directement à profiter du bilan personnalisé offert. Tu as juste à aller directement sur Instagram, tu m'envoies directement crypto. Pareil, on fera le point si soit tu veux propulser directement tes finances au niveau supérieur et tu auras également un bilan personnalisé directement offert. Donc rendez-vous sur Instagram et tu m'envoies crypto. On commence directement. Donc je vais vous mettre directement la timeline juste en dessous de cette vidéo pour que vous ayez vraiment bien tous les éléments parce que mine de rien, on a quand même pas mal de choses à voir. Je vais également m'appuyer sur plusieurs sources. Là, un article également de Cryptos, également sur les sites officiels, que ce soit du côté de Ripple, que ce soit des côtés également des différentes communautés et des différents liens que je vais pouvoir trouver également au niveau de l'entreprise. Donc, pour ce qui est de la proposition de valeur, il faut savoir que du coup, l'entreprise Ripple, qui a également créé le jeton par la suite, a été créée en 2012. C'est vraiment un des dinosaures pour le coup de l'écosystème et ça, on ne peut pas le nier. C'est-à-dire qu'à mon sens, ça pour le coup, c'est un point positif pour du coup Ripple et également XRP. C'est-à-dire que c'est une des rares crypto-monnaies, vous avez le classement là pour le coup d'historique du 25 août 2013, qui a tenu le coup. Et c'est une des rares. Et même aujourd'hui, on voit LTC. Si je prends pour le coup le ranking au niveau de LTC, on est descendu beaucoup plus bas. Il a perdu énormément de terrain. Et on a le mérite, mine de rien, au niveau de XRP, pour le coup, d'avoir très bien résisté. Parce que si justement, je le compare par rapport au market cap, on a Ethereum, bien évidemment, qui est passé devant. Mais pour le coup, on a quand même un ranking à la 3e place. Et si on regarde pour le coup LTC, il est quand même à la 13e. Donc on a quand même un LTC qui a perdu de la force, alors que XRP, jusqu'à présent, a su tenir son ranking. Et ça, c'est un point positif extrêmement puissant. Pour ce qui est de la proposition de valeur, je vous invite à revoir l'article si vous le voulez, effectivement, tout le détail. Mais la proposition est assez simple. Au lieu de travailler, effectivement, sur une notion, entre guillemets, de décentralisation, avec tout un tas d'acteurs qui vont venir sécuriser le réseau de manière, entre guillemets, purement décentralisé, parce que ça reste toujours arbitraire le niveau de décentralisation, c'est jamais de 0 à 100 parfaitement, ça reste quand même plus ou moins arbitraire et on est toujours entre ce 0 à 100 et on n'est jamais à 100 ni jamais à 0. Donc ça, c'est à prendre en compte, mais effectivement au niveau de la proposition de valeur, on propose effectivement des transactions interbancaires de manière sécurisée, instantanée et à moindre frais. Et là, pour le coup, XRP, donc le token effectivement de la blockchain, remplit très bien sa proposition de valeur. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose qui est fonctionnel, qui est rapide, qui effectivement est sécurisé et qui pour le coup est vraiment à moindre frais. Donc à la destination des entreprises, des grosses entreprises et également du secteur bancaire. On a énormément de partenaires, je vous le remontrerai juste après. Mais ce qu'il faut comprendre du coup au niveau de ce processus, c'est que la plupart des blockchains essayent justement de résoudre ce qu'on appelle le trilemme des blockchains, parce qu'on n'arrive pas à résoudre les 3 points qui sont la scalabilité, donc la capacité à pouvoir s'expandre à grande échelle sans être freiné, la décentralisation et la partie sécurité. Aujourd'hui, XRP et l'entreprise Ripple travaillent principalement sur la partie scalabilité et sécurisation et ont vraiment mis de côté la partie décentralisation avec différents acteurs. Ils ont permis également de décentraliser avec des partenaires, mais en soi, on va le voir pourquoi, c'est pas totalement décentralisé, c'est plus ou moins semi-centralisé effectivement, et pour le coup, ça fait également débat dans la partie communauté, mais ils sont vraiment focus sur la partie scalabilité et sécurité, ce qui leur a permis justement de proposer justement une solution qui soit efficace beaucoup plus rapidement et beaucoup plus tôt que les autres blockchains en termes de comparaison. Justement, ils sont beaucoup plus rapides pour le coup que Bitcoin et c'était vraiment leur force de proposition au niveau de la proposition de valeur. Donc rapide et sécurisé parce que justement, ils ont tiré des gros partenaires sans forcément mettre un point d'honneur sur la partie décentralisation. Au niveau des partenaires, c'est pour le coup vraiment leur gros point fort. Vous l'avez sous les yeux. La société, effectivement, travaille avec plus de 100 institutions bancaires et entreprises, dont justement Crédit Agricole,
Bank of America, Bank of England, pour ne citer que eux, il y a vraiment des très gros partenaires. Je vais vous montrer le site avec la liste complète qui se met à jour régulièrement des partenaires. C'est vraiment un truc de fou. Donc au niveau de la solution, ils se mettent entre guillemets comme un concurrent, et je dis bien concurrent directement, à la solution Swift, donc le système effectivement de paiement, et qui rassemble aujourd'hui pas moins pour le coup de 11 000 banques et entreprises partenaires. C'est juste énorme. Vous avez la liste qui est juste ici, vous avez l'URL qui est juste au-dessus si besoin, si vous voulez vraiment revoir toute la liste. C'est juste ultra cosmique. Si vous voyez et si vous voulez descendre les noms, il y a des noms qui sont juste cosmiques. Je vais passer rapide pour vraiment voir vraiment l'intégralité, mais c'est à ce jour l'entreprise crypto qui comptabilise juste le plus de partenaires d'un point de vue macroéconomie et d'un point de vue finance globale. C'est juste les leaders. Pour le coup, effectivement, sur ce côté-là, on ne peut vraiment pas leur enlever. Il y a vraiment des très gros noms dans cette fameuse liste. Au niveau de la proposition directement des services, le but effectivement de l'entreprise Ripple, et vous allez qu'il y a vraiment une différence entre Ripple et XRP, et d'ailleurs sur leur documentation, ils le disent directement eux-mêmes. Je l'avais retrouvé pour le coup directement sur la documentation en faisant mes propres recherches. C'est qu'ils le disent officiellement, c'est qu'il y a une réelle différence entre Ripple et XRP. Ce sont deux entités différentes qui sont scindées. Et on le retrouve d'ailleurs dans plusieurs écrits, également des documentations officielles, qui effectivement le démontrent et qui le prennent dans le discours effectivement comme deux choses distinctes, et c'est rappelé plusieurs fois. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre parce que oui, les deux sont liés. Par contre, on a vraiment deux entités qui sont officiellement différentes. Pour ce qui est des produits directement proposés par Ripple, il faut savoir qu'ils ont créé carrément leur propre consensus et qu'il y avait plusieurs solutions qui étaient directement proposées publiquement. Dernièrement, ils ont réaligné leur communication et ils ont dit on va travailler sur un écosystème plus que des produits, on va dire, indépendants les uns des autres. On va proposer effectivement de pouvoir travailler directement avec l'entièreté de l'écosystème. Et donc pour ce faire, une fois que maintenant vous voulez travailler directement avec eux, ils vous proposent de vous rediriger directement vers l'équipe commerciale, et en fonction effectivement de votre institution ou en fonction de votre entreprise, ils se chargeront directement de vous. Donc là-dessus, on a beaucoup moins de détails qu'avant. On avait vraiment le détail des différentes solutions qui étaient proposées, mais pour le coup, elles ont disparu depuis déjà un bon bout de temps au niveau, on va dire, des différents descriptifs des solutions principales. Donc aujourd'hui, ils mettent en avant 3 points principaux, qui est le paiement transfrontalier, donc la capacité de pouvoir effectivement faire des paiements aux abords des différentes frontières. On a également la partie liquidité, et ça, il appuie fortement, effectivement, de pouvoir transférer des différents actifs gérés directement par l'entreprise Ripple. Par exemple, si vous avez, effectivement, je vous dis un exemple, faire passer des devises d'un pays ou d'une structure à une autre, peu importe la devise, il se charge effectivement d'avoir directement les réserves de liquidité pour justement opérer ces différentes transactions au moindre coût et moindre frais, et également le plus sécurisé possible, comme on vient justement de l'expliquer précédemment. Et ils se positionnent également, ils ont un très gros positionnement sur la partie CBDC, donc monnaie numérique de banque centrale. Le petit inconvénient par rapport à ça, c'est qu'en fait, on n'a pas tous les détails à quel point ils évoluent et à quel point, on va dire, ils sont positionnés en termes d'acquisition de marché. C'est-à-dire que oui, on sait qu'ils ont beaucoup d'historique, beaucoup de partenaires, beaucoup de propositions de valeur qui sont là depuis longtemps et qui développent leurs solutions, mais on ne sait pas exactement quelle part de marché aujourd'hui ils possèdent. Il y a une très belle communication, il y a beaucoup de partenaires, on voit qu'ils surenchérissent également des partenaires régulièrement. Il y a également un minimum d'utilisation pour le coup de la blockchain, mais on appuie beaucoup sur un discours qui, pour le coup, jusqu'à présent, on n'a pas de fondement. En fait, ce n'est pas directement analysable, en tout cas du grand public, directement. Peut-être que quand on est une institution et une grosse entreprise, on peut directement avoir les chiffres en temps réel et vérifiables directement par nous-mêmes, mais à part la visibilité sur les chiffres et l'utilisation directement de la blockchain, on a bien une partie privée et une partie publique. Nous, on a la visibilité sur la partie publique. Et d'ailleurs, je l'ai juste ici. Ça, c'est la partie publique. On a effectivement les transactions pour pouvoir voir concrètement ce qui se fait sur la blockchain publique. Mais au niveau des services, que ce soit transfrontaliers, que ce soit effectivement au niveau de la liquidité ou des CBDC, ce sont des services qui sont privés. Et comme le nom l'indique, c'est privé. Donc, on n'a pas la visibilité dessus en tant que particulier. Donc, pour pouvoir évaluer cette partie, eh bien, elle est clairement opaque parce qu'on n'a pas la visibilité dessus. Pour ce qui est du débat de centralisation, décentralisation, comme je vous le dis, c'est jamais binaire, c'est jamais de 0 à 100. Le modèle d'architecture et leur propre consensus fait que justement,
ils sont clairement moins décentralisés que la plupart des projets comme par exemple Bitcoin ou Ethereum. C'est une réalité. Bien évidemment qu'ils ne sont pas centralisés à 100% parce qu'ils sont dispatchés et que justement également au niveau des validateurs, donc des personnes qui vont directement venir valider, comme le nom l'indique, effectivement le réseau et justement la blockchain qu'on utilise publiquement, effectivement on a également des validateurs qui sont des gros partenaires et des grosses entreprises. On n'a pas tout le détail de qui effectivement va effectivement être les différents validateurs, mais ce sont justement des validateurs qui sont choisis par ce peu d'entités. Donc il y a de fortes chances que pour faire très simple et vulgariser, ce sont tout simplement des accords de partenariat qui, on va dire, la majorité du pouvoir sur les validateurs parce qu'encore une fois, on ne peut pas directement, point de vue public, vérifier qui sont directement les 150 validateurs. Là, en tout cas, c'est le chiffre que j'ai directement. Au niveau des solutions, si vous voulez le détail, vous les avez. Pour le coup, juste ici, je vous laisse tout simplement mettre une capture d'écran et mettre sur pause. C'est exactement ce que je vous expliquais précédemment, mais ce sont du coup les anciennes propositions qui ont évolué et qui sont dirigées vers une proposition globale autour d'un écosystème. La partie du pool de liquidité où justement on va pouvoir traiter avec par exemple ce qu'on appelle des market makers, les exchanges ou directement des deals over the counter, donc hors des marchés classiques, pour justement éviter de faire des gros mouvements de liquidité et perturber les échanges. Donc voilà à quoi sert. Et donc on peut aussi bien utiliser donc, des transactions et faire transiter du Litecoin, du Bitcoin ou même carrément des devises du monde traditionnel. C'est effectivement le gros avantage de cette solution. Mais là, on n'a absolument pas besoin de passer par la blockchain publique. Ok ? Le seul besoin que vous aurez besoin pour ce genre de solution, et je vais vous montrer directement les quotas juste après, c'est qu'on a juste besoin d'une partie infime du token XRP. Mais quand je vous dis infime, c'est vraiment infime. Vous allez voir que c'est marqué noir sur blanc sur la documentation, encore une fois, de l'entreprise et que les deux, entre Ripple et XRP, sont bien deux entités séparées. Et c'est marqué noir sur blanc qu'on a besoin, pour le coup, de quantités infimes par rapport justement à ces besoins. Donc pour ce qui est de notre fameuse centralisation, décentralisation au niveau des validateurs, vous les avez ici, donc vous avez vu que sur l'article que je vous ai montré précédemment, on parlait de 150 validateurs. Là, sur le mainnet, en tout cas, c'est sur la doc officielle pour le coup de XRP Scan, donc c'est l'explorer officiel effectivement de la blockchain publique XRP. Dans la partie validateur, vous avez effectivement qui est marqué 113 validateurs. Est-ce que les données sont bonnes? Je ne sais pas, en tout cas, ce qui est directement affiché. Vous avez les nombres de nœuds également qui sont également répartis et annoncés juste ici. Vous avez le nom des validateurs, donc est-ce qu'on peut s'amuser à essayer de retracer et trouver différentes entreprises au niveau de ces différentes, pour le coup, validateurs. Là, vous voyez, je suis déjà directement à 132, mais on me dit que je suis déjà à seulement 113 qui sont online et les autres qui sont seulement des réseaux tests. Donc, visiblement, je n'aurai que 113 et pas 150 validateurs, en tout cas au niveau de cette historique-là. Donc en soi, déjà au niveau du nombre de validateurs, ça peut clairement être dérisoire quand on compare à certaines blockchains. Donc déjà, ça à prendre en compte. Mais surtout, un gros point effectivement qui joue potentiellement sur cette notion de centralisation qui n'est pas vérifiable encore une fois à 100%, c'est qu'il n'y a pas de rémunération pour pouvoir justement inciter d'autres acteurs du marché à venir gagner des récompenses et sécuriser justement la blockchain. Et c'est pour ça que le côté partenariat, il joue aussi, je pense, énormément sur cette partie-là. Parce que si on avait également des rémunérations pour effectivement inciter des acteurs extérieurs à venir forcément participer et valider le réseau correctement, forcément ça inciterait une décentralisation déjà beaucoup plus grosse. Donc déjà ça c'est vraiment à prendre en compte. Et il y a de fortes chances que justement la quasi-totalité ou la très grosse majorité des validateurs de la blockchain du coup XRP soit directement des partenaires et des grosses institutions qui ont déjà une grosse partie de l'utilisation des services de Ripple. Ripple différent de XRP. Encore une fois, là, on n'a vraiment pas du tout le détail au niveau du process et au niveau de la répartition. Pour ce qui est de la team, ça a fait débat parce qu'effectivement, un des gros cofondateurs du coup de Ripple et de XRP a quitté le navire pour le coup en 2013. Il a vendu une grosse partie de ses jetons assez rapidement. Ça a fait d'ailleurs des histoires au niveau de la team, au niveau de la SEC qui ont effectivement mangé des procès pour effectivement des histoires de vente de XRP. Après, effectivement, au niveau de la distribution, c'était encore le début de l'écosystème. Donc, on pourrait effectivement le mettre en parenthèse, mais c'est vraiment pas à négliger parce que la SEC leur est directement tombée dessus pour justement avoir voulu très rapidement revendre des XRP, donc le token effectivement
de la blockchain. Et pour le coup, on a également Jet Matkhaleb, qui était pour le coup une des grosses têtes pour le coup emblématiques, que ce soit de l'écosystème crypto ou directement de l'entreprise Ripple. Et il a quitté pour le coup l'entreprise sans forcément qu'on ait toutes effectivement les justifications de pourquoi il avait quitté l'entreprise. Donc pareil, ça a fait des débats, le fait qu'il vende ses tokens, le fait qu'il quitte aussi l'entreprise au final assez tôt, mine de rien, parce que c'était vraiment, on va dire, une des figures emblématiques. Vous avez également le détail de la team. Là, pour le coup, il y a quand même pas mal de personnes, mine de rien, qui ne sont pas négligeables dans la team. Vous avez le détail également si vous voulez aller fouiller davantage sur LinkedIn directement avec les différents noms et prénoms des différentes personnes. On en vient à une de mes parties préférées et à mon sens littéralement la plus importante parce que là on va passer directement au token XRP. C'est-à-dire que là on a présenté une partie effectivement de l'entreprise Ripple, encore une fois qui est bien chose totalement distincte et c'est bien évidemment notifié directement sur la documentation officielle de l'entreprise Ripple qui sont une entité différente de XRP. Et là XRP, on retrouve la blockchain publique. Donc là, effectivement, en termes de pertinence, de comparaison et effectivement d'avenir, il va falloir effectivement évaluer donc, le token par rapport justement à l'utilisation de cette fameuse blockchain publique. Donc la première chose à regarder, c'est bien évidemment la partie économique. Parce que bien évidemment, si j'imprime beaucoup trop de XRP et qu'il y a peu de demandes en face, eh bien mon token va perdre de la valeur. Alors qu'à contrario, s'il est très rare et que j'ai beaucoup de demandes, eh bien qu'est-ce que va faire le token? Forcément, il va s'envoler à la hausse. C'est juste de l'offre vs la demande. Si j'ai peu d'offres, ça va être rare et effectivement beaucoup de demandes, ça va prendre de la valeur. Et inversement, c'est justement ce que je viens de vous expliquer. Aujourd'hui, on a effectivement en circulation quasiment, pour le coup, 53 milliards pour arrondir effectivement de XRP directement en circulation. Donc on est déjà à 50%, ce qui est déjà quand même assez conséquent. Sauf que, mine de rien, on a un market cap qui est juste énorme. Donc là, attention, parce que déjà, une économie qui, effectivement, est seulement distribuée à 50% pour un ranking à la 3e place, si j'enlève, effectivement, l'USDT, c'est, à mon sens, beaucoup trop peu. C'est-à-dire qu'on devrait être beaucoup plus, on va dire, de proportions qui ont déjà été injectées dans l'économie. C'est-à-dire qu'à mon sens, c'est déjà un red flag potentiel au niveau de l'injection, parce qu'on est seulement à 50% pour un des market cap qui est pour le coup très proche de Ethereum et de Bitcoin, donc un des plus gros de l'écosystème. Si on avait un petit market cap, donc un ranking, vous voyez par exemple il est marqué ici, ranking est donc inclus avec les stablecoins, mais si on avait un ranking à la 200e ou à la 3e place, ça serait moins gênant qu'on ait seulement 50% des tokens qui soient déjà délivrés et donc 50% également restant à délivrer sur le marché. Parce que ça peut clairement créer une pression vendeuse sur le token et donc faire chuter le prix du token. Donc ça c'est vraiment à ne pas négliger. Un des gros avantages par rapport effectivement à XRP, c'est qu'il y a un système d'escroquerie. Au niveau de ce fameux escroc, qu'est-ce que c'est concrètement? Ça va être un intermédiaire parce qu'effectivement, il faut comprendre que comme je viens de vous l'expliquer, on a environ 50% des tokens qui sont déjà délivrés. Sur ces 50 tokens, on estime qu'il y a environ 6 milliards des tokens qui sont détenus par la fondation Ripple. C'est une estimation, parce qu'encore une fois, là, on n'a pas les chiffres concrets, directs, parce qu'on ne peut pas tout simplement les vérifier publiquement. Pour ce qui reste des environ, du coup, 47 milliards. Il faut savoir que ces 47 milliards, ils sont à la possession directement de, effectivement, l'entité Ripple. C'est Ripple qui est détenteur directement des tokens. Mais ils sont mis sous séquestre d'un intermédiaire, et c'est pour ça qu'il y a des débats, parce que les gens font des amalgames de tout, c'est que souvent ils disent « Oui, mais les tokens qui restent à être injectés sur le marché, ils appartiennent pas directement à Ripple. » C'est faux, ils appartiennent à Ripple, c'est juste qu'ils sont mis sous séquestre, sous un intermédiaire qui s'appelle le fameux escroc. Et ce fameux escroc, il fonctionne comment? Tous les mois, vous allez avoir une libération effectivement de 1 milliard. Donc c'est 1 milliard. Si effectivement, à chaque fois, tous les mois, Ripple, la fondation Ripple décide de vendre 1 milliard de tokens XRP tous les mois, ils peuvent et ils ont le droit, ce sont leurs tokens. Bien évidemment, s'ils ont un intérêt économique parce qu'ils ont beaucoup de tokens, ils ont encore 50%, ils ont tout intérêt à ne pas faire chuter le prix d'un seul coup et donc à les vendre que par petites parties. C'est leur intérêt économique, ça va sous le sens, je pense que vous comprenez ça. Et donc ils nous disent quoi? Ils disent qu'effectivement, ils vont continuer à utiliser l'XRP pour inciter les teneurs de marché, donc ces fameux market makers, pour justement qui effectivement réduisent ce qu'on appelle le spread, qui soit le spread le plus serré. Le spread, c'est l'écart entre les vendeurs et les acheteurs. Si le spread est gros, eh bien ça va nous faire un gros écart de frais au niveau des transactions.
Et inconvénient, pareil, s'il est plus du coup resserré, ça va être un avantage parce que du coup, on va avoir moins de gap parce qu'il va nous faire entre guillemets moins de frais. Ce ne sont pas directement la blockchain qui prennent le frais, mais c'est tout simplement l'écart effectivement entre les acheteurs et les vendeurs qui créent entre guillemets cette notion de frais supplémentaires. Et donc effectivement, ils disent qu'ils vont continuer à utiliser les XRP pour inciter les market makers pour avoir justement le moins d'écart possible. Et donc justement, encore une fois, effectivement des transactions au niveau de la blockchain XRP publique à moindre coût possible. Donc ça va sous le sens. Et également, attention, petit red flag, pour la vente de XRP, donc vendre directement des XRP pour les institutionnels. Donc là, ils s'octroient effectivement officiellement en termes de communication, et c'est bien ripple.com, effectivement la possibilité de vendre des XRP, c'est ce que vous disent directement aujourd'hui, de vendre effectivement des XRP pour attirer les institutionnels. Mais donc qui dit vente, dit forcément pression vendeuse sur le token. Et ça, c'est vraiment à pas négliger. Par contre, on ne peut pas le négliger. Avantage également, c'est qu'effectivement, ils nous disent, on fait un exemple. 500 millions de XRP restent non dépensés à la fin du mois. Ces 500 millions de XRP seront placés dans un nouveau compte séquestre, donc remis dans l'escroc, s'ils n'ont pas été dépensés. Donc en gros, ce qu'ils font, et c'est effectivement ça, on avait l'historique jusqu'à présent et que malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne l'a plus actuellement, parce que je l'avais retrouvé et là, je ne le retrouve plus. Alors pour l'instant, pour le coup, j'ai passé beaucoup d'heures à essayer de faire mes recherches concrètes, approfondies sur effectivement XRP et Ripple. C'est qu'avant, on pouvait suivre cet historique des proportions sur les 1 milliard qui étaient délivrés. J'ai le screen juste ici. On avait bien le 1 milliard qui était délivré. Alors désolé si c'est un petit peu flou, vous avez l'historique, mais j'ai pas retrouvé. C'est un ancien screen que moi j'avais fait et j'ai pas retrouvé justement le site en question. J'ai l'impression, en tout cas, je sais pas si c'est une question effectivement de SEO, donc de recherche Google, qu'il est mal référencé, qu'il remonte plus dans le haut des recherches, mais je n'ai jamais retrouvé sur toute la documentation que j'ai épluchée de la partie effectivement, pour le coup de la documentation du côté de XRP et du côté de Ripple. Mais là par contre, vous voyez directement, c'est qu'on a 1 milliard qui sont donc débloqués au 19 juin, 19 juillet. À chaque fois, on a 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. Ok ? Et donc là, on revoit qu'on a remis sous séquestre 700 millions. Donc ça veut dire qu'on a utilisé 300 millions. Là, on a utilisé 300 millions. Là, on a utilisé 200 millions, 200 millions, 100 millions. Là, on n'en a pas utilisé. On a tout remis sous séquestre. Mais vous voyez que des fois, pour le coup, à chaque fois, on vient utiliser au final des parties et visiblement en bon vouloir directement de la fondation Ripple, visiblement pour reprendre leur dire, pour inciter les market makers à avoir, on l'a dit, effectivement, un système de frais avec le fameux spread le plus court possible et également inciter les institutionnels. Mais concrètement, est-ce qu'on a une vraie visibilité sur combien ils vont délivrer le mois prochain, combien ils comptent vendre le mois prochain? On n'a pas de détails. En termes de moyenne, ils ont vendu effectivement en moyenne 300 millions de XRP par mois au cours de ces 18 dernières années. Ce qui équivaut, pour le coup, j'avais déjà fait les calculs, mais encore une fois, on n'a plus le détail parce que je n'ai pas retrouvé effectivement ce fameux site du détail de la libération avec le fameux escroc qui sont remis sous ces crestes en détail parce qu'avant on pouvait l'avoir. Là, je ne l'ai pas retrouvé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez pour le coup la source, mais j'ai passé pas mal de temps à la retrouver et je ne la retrouve plus alors qu'avant, j'avais vraiment pas galéré à la trouver. Donc, au niveau de cette libération, on a environ, pour le coup, 5%, je vous le dis parce que j'avais fait le calcul, environ 5% d'inflation tous les mois, sachant qu'on n'a pas de reward. Contrairement aux autres blockchains où justement, là, on a des rewards. Vous avez le détail, vous pouvez voir énormément de blockchains, pour le coup, différentes, qui proposent justement des rewards, et ça, c'est un gros avantage. Le fait qu'on propose des rewards, parce que ça va inciter, du coup, les investisseurs à venir, par exemple, acheter du Solana et stake du Solana directement. Donc là, on a des rewards de 7% annuels, ce qu'on n'a absolument pas sur XRP. Là, sur Solana, on est incité à acheter Solana pour gagner de récompenses dessus. Alors sur XRP, on n'a absolument aucun intérêt à acheter du XRP pour venir le stake. On n'a pas d'intérêt économique, donc il y a un désavantage. Par contre, on se mange quand même l'inflation. Là, vous voyez sur Solana, on est quasiment, là pour le coup de l'adjusted, donc vous avez la différence, donc on est quasiment effectivement à 7% d'inflation. Sauf qu'à XRP, on est déjà à 5%, mais le seul bénéfice qu'on propose, ce ne sont pas justement pour les détenteurs du XRP, mais bien pour la fondation Ripple qui essaye effectivement de proposer pour le coup le moins de spread possible et le plus d'adoption institutionnelle. Donc inflation, mais pas d'avantage effectivement pour les détenteurs directement du token XRP. Et ce qui me dérange personnellement grandement justement sur ce système de libération au niveau du suivi de l'escroc, c'est que si on n'a plus ce site-là, on ne peut pas savoir concrètement et exactement combien tous les mois la fondation va décider de libérer. Et surtout que s'ils décident qu'effectivement
Ils disent ah bah tiens, là le prix il est quand même assez haut, ça peut être sympa d'utiliser plus de trésorerie pour attirer encore plus d'institutionnels parce que le prix est plus cher en ce moment. Par exemple, s'ils revendent ici alors que s'ils revendent ici, c'est pas la même chose en termes d'impact. Parce que si justement ils revendent comme ils l'ont dit sur un document officiel pour attirer plus d'institutionnels, bah un XRP à 50 centimes ou un XRP à 1 dollar, ça fait 2 fois plus de budget libéré pour récupérer de l'institutionnel. Mais qui dit effectivement vente de plus d'XRP sur des 1 dollar, dit une plus grosse effectivement répercussion, une plus grosse pression baissière également sur le token. Et ça, malheureusement, on est directement dépendeur du bon vouloir, malheureusement, de la fondation Ripple. Et pour ceux qui se posent la question par rapport à l'escroc, c'est encore une fois dit pour le coup noir sur blanc au niveau de la documentation. Les fondateurs de XRP Ledger ont offert 80 milliards de XRP de devises natives de la plateforme à Ripple, donc bien à la fondation directement. Donc XRP Ledger, c'est l'intégralité du projet, et on a derrière qui est séparé la fondation Ripple. Donc là, les tokens sont bien détenus par la fondation, parce qu'encore une fois, c'est dit pour le coup noir sur blanc dans la documentation, c'est les fondateurs qui ont fait ce don dès l'arrivée pour le coup à Ripple directement. Donc pour ceux qui disent oui mais c'est pas détenu par Ripple, etc. Si, c'est détenu par Ripple, c'est juste qu'ils sont mis sous séquestre de par l'intermédiaire, encore une fois, de l'escroc. Donc pour ce qui est du système de burn, parce que oui, effectivement, il y a un système de burn qui est un processus extrêmement bénéfique pour une économie d'un token ou d'une économie en général. C'était quoi directement un burn? On vient tout simplement prendre des jetons et les brûler de manière définitive. On ne pourra plus les récupérer, effectivement, forcément, ce qui va raréfier effectivement l'offre en circulation de tokens. Donc ça, c'est extrêmement favorable. Par contre, c'est encore une fois une question de proportion. Parce que si on vient sur seulement, du coup, on va dire du coup 55 milliards de tokens XRP, eh bien en brûler juste 1 million, 55 milliards, vous comprenez bien qu'en termes de proportion, c'est totalement dérisoire. Et ça, ils nous le disent eux-mêmes. J'avais récupéré les chiffres et c'était pour le coup extrêmement dérisoire. Je ne les ai pas retrouvés malheureusement, mais là déjà pour le coup au niveau de la documentation officielle, ils nous disent au niveau du rythme actuel de destruction, il faudra au moins 70 000 ans, 70 000 ans pour détruire tous les XRP. Donc je vous le dis parce que j'étais déjà tombé sur les chiffres. Encore une fois, la doc, je trouve vraiment pas très claire et je trouve ça pour le coup un vrai labyrinthe directement. Mais au niveau du burn, je vous avais dit, j'ai retrouvé les chiffres, c'était extrêmement dérisoire. Et ça, on parle bien pour le coup en 11 années, depuis 2012. Donc si en 11 années déjà, ils n'ont pas brûlé une partie, ne serait-ce qu'au moins 1%, et je suis totalement convaincu qu'on est à maximum 1% parce que j'ai récupéré les chiffres et c'était dérisoire. Donc ça se trouve, on est même pour le coup à 1%. Et même eux, ils nous font le rappel pour le coup ici. Ils nous parlent de 70 000 années. Et ils ne nous parlent pas de 100 ans. Ils nous parlent de 70 000 années pour tout brûler. Donc le burn est vraiment pour le coup dérisoire. Et ça, encore une fois, pareil, vous pouvez, si vous voulez vous amuser, à essayer de le retrouver directement on-chain. Je pense qu'en vrai, c'est assez facilement retrouvable. Mais pour être tombé plusieurs fois sur la donnée, c'était pour le coup totalement dérisoire. Donc burn, oui, c'est intéressant. Mais vu qu'il est dérisoire, malheureusement, ça n'a très peu, voire pas du tout d'impact sur la partie économique. Au niveau de l'utilisation du coup du token directement, à quoi il sert notre fameux XRP? Parce que c'est un petit peu le principal. On a effectivement compris le processus de l'offre avec le système d'escroc et la fondation Ripple. Donc nous on a compris l'offre, du coup maintenant ce qu'on veut comprendre c'est la demande. Parce qu'encore une fois, le prix ce n'est rien de plus d'un impact de l'offre par rapport à la demande. Donc la question c'est notre fameux XRP, le token et non pas la fondation Ripple, à quoi il sert notre fameux token? Il va servir effectivement pour l'utilisation, effectivement pour le coup, de l'utilisation de la blockchain et des différents services. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout le détail, encore une fois, parce qu'au niveau de la partie privée, on n'a pas tout le détail, mais effectivement, il est stipulé qu'on a besoin d'avoir du XRP pour utiliser différents services et également potentiellement les services privés de l'entreprise. Donc les institutions et certains gros utilitaires, effectivement, des services proposés directement par effectivement l'entité Ripple, ont besoin effectivement de détenir une partie de XRP. La question, c'est encore une fois une question de proportion. Quelles sont les proportions? Il y a plusieurs utilisations différentes. Vous avez également quelques cas particuliers au niveau du coup d'utilisation des services et également quelques cas au niveau notamment d'utilisation pour les validateurs. Vous l'avez ici, 10 XRP. 10 XRP les gars. 10 XRP et 2 XRP à chaque fois. C'est-à-dire que les proportions d'utilisation, vous pouvez, parce que je suis passé encore une fois 50 000 fois sur les documents, et j'ai tout fouillé de A à Z, les proportions sont dérisoires. On parle de 10 XRP, 2 XRP en termes d'utilisation. Et encore, ça concerne principalement les validateurs.
Et donc 10 XRP, encore une fois, sur 52 milliards à l'heure actuelle. 10 XRP, 52 milliards. Je ne sais pas si vous voyez la proportion, c'est extrêmement, extrêmement dérisoire. Et pour le coup, ils nous le disent, au niveau de l'utilisation directement, les émetteurs de jetons n'ont pas besoin d'accumuler ou d'échanger du XRP. Donc, pour soit, effectivement, on l'a vu, les systèmes de pool, de liquidité, par exemple, passer de 0 vers du dollar, etc., les services qui sont proposés, ils n'ont pas besoin de passer par le XRP. Je sais qu'il y a des personnes qui croient que pour passer, par exemple, du dollar directement au yen, ils ont besoin de passer leur dollar en XRP et ensuite en yen. C'est faux. C'est justement le but des solutions proposées par Ripple, c'est qu'ils peuvent faire directement, effectivement, par exemple, le dollar en yen sans passer par la devise XRP. Parce que justement, ça nous protège effectivement des risques de volatilité, mais ça permet justement de bénéficier. Et on force effectivement les utilitaires à avoir une partie effectivement infime de XRP. Sauf qu'il dit justement, aux exigences de réserve et payer effectivement, il sert juste à payer le coût d'envoi des transactions via le réseau. Donc oui, il y a des coûts et il y a des frais qui sont effectivement importants, mais ils nous disent, et ça ils nous disent depuis des années, et ça depuis le début, c'est marqué noir sur blanc sur le white paper, sur toutes les documentations, depuis le début pour le coup du projet, l'équivalent en XRP de 10 dollars, et c'est toujours le chiffre, ça fait des années que ce 10 dollars il est marqué, vraiment, 10 dollars noir sur blanc, là c'est blanc sur noir mais vous m'avez compris, 10 dollars devrait être suffisant pour au moins un an de coût de transaction pour un émetteur occupé. Donc une personne qui fait régulièrement des transactions, 10 dollars pour un an devrait largement suffire. C'est ce qui est marqué depuis des années et des années. Donc l'utilité, les validateurs avec 10 XRP et 2 XRP à droite à gauche, ou alors pour effectivement les utilitaires des différentes solutions de la fondation Ripple, 10 dollars maximum dans l'année. Pour, encore une fois, des émetteurs occupés, donc qui sont à minima actifs. Donc, vous voyez que la proportion d'utilité et de demande, elle est totalement dérisoire, voire absolument négligeable. Donc le but, encore une fois, c'est pas de tirer directement à balle ouverte en mode ça y est, on tire sur effectivement la blockchain XRP ou le token directement. Le but, c'est juste de mettre de la lumière sur ce qui est concrètement et ce qui est déjà depuis des années et qui malheureusement crée, à mon sens, un très gros quiproquo entre la partie privée effectivement de la fondation Ripple et de l'autre côté le quiproquo avec le fameux token et l'utilisation effectivement directement du token XRP de sa blockchain publique. On l'a vu pour le coup en termes d'avantages, l'utilité du token il n'y en a quasiment pas, hein, on l'a vu en termes de proportion c'est extrêmement dérisoire, le burn il n'y en a quasiment pas, pareil c'est extrêmement dérisoire, l'incitation à venir acheter du XRP pour avoir directement des récompenses, il n'y en a pas du tout, il n'y en a aucune, alors que pourtant il y a quand même une inflation qui est arbitraire et qui n'est même pas linéaire, parce qu'encore on serait linéaire, on saurait combien effectivement on peut s'attendre également mois par mois d'inflation jour après jour, mais on n'a pas le détail, c'est clairement au bon vouloir directement de la fondation. Donc le but, ce n'est pas encore une fois de tirer dessus, c'est juste de mettre de la lumière, et à mon sens il y a des très gros red flags et qui sont malheureusement des quiproquos. Pareil, au niveau de la communication, à mon sens, il y a des choses qui me dérangent. C'est-à-dire que effectivement, le gros argument de XRP, c'était effectivement ces transactions par seconde. Et le projet est sorti en 2012. Donc en soi, effectivement, c'est louable et effectivement, c'est pertinent. Sauf qu'aujourd'hui, on a justement des solutions comme Solana qui proposent justement des transactions par seconde qui sont non plus à 1500, mais théoriquement à 25 000 ou à 50 000. Et ce ne sont pas les seuls. Alors, Solana fait partie des plus grosses, mais on a clairement des solutions qui proposent des solutions encore plus rapides. À mon sens, cet argument, tant qu'on n'a pas effectivement une adoption de masse directement au niveau des blockchains et l'utilisation directement des actifs, c'est pas nécessaire. Et tant qu'on n'a pas une adoption de masse, tant que les infrastructures technologiques le permettent par la suite en termes d'évolutivité, ce qui est prévu notamment avec diverses solutions, par exemple au niveau des utilisations et des différentes couches d'Ethereum, par exemple, oui, il y a un enjeu de timing qui se prend en compte. Par contre, tant qu'on n'a pas d'adoption mondiale et mine de rien, après un petit peu de temps également à venir sur la crypto, c'est pas urgent. Et aujourd'hui, cette notion des 1500 transactions par seconde, elle était louable il y a encore quelques années, mais on n'est plus en 2012, les gars. On n'est plus en 2012. Et aujourd'hui, on a effectivement des solutions avec des Aptos, avec des Solana, etc., de plus en plus qui arrivent, des nouveaux challengers, avec des solutions de plus en plus pertinentes. Donc oui, effectivement, on nous dit qu'elle est rapide, on nous dit qu'effectivement, il y a des frais qui sont dérisoires, on nous dit qu'elle est rapide, et on nous dit qu'elle est écologique. Et reprenez les nouveaux projets, vous allez voir que sur la globale partie des nouveaux projets,
c'est déjà le cas aussi. Et eux, à contrario, ils ont des incitations, ils ont une réelle pertinence, certains ont inclus des launchpads, la plupart ont également de la finance décentralisée, ce qui n'est pas le cas pour le coup sur la blockchain, à voir si ça se développe davantage, et si en plus de ça on a plus de détails également au niveau des données, mais pour l'instant, en termes de comparaison, et encore une fois c'est une notion de proportion qui est importante, il n'y a rien du tout. Donc oui, les chiffres par rapport à 2012 ils sont intéressants, mais ils deviennent dérisoires. Et surtout, là on nous met directement en avant, c'est qu'on nous fait directement des comparaisons avec Bitcoin. C'est-à-dire que c'est bien de faire des comparaisons, mais allez voir ce que ça a donné en termes de comparaison. C'est-à-dire qu'il y a une communication qui est belle, qui est arrondie, on travaille pour les CBDC, on travaille pour des gros groupes, on a des très gros partenaires, etc. Mais encore une fois, et ça a été noté noir sur blanc sur la documentation, Ripple, totalement scindé et deux entités totalement différentes de XRP. Oui, aujourd'hui Ripple détient les XRP, mais ce sont deux entités différentes. Cette communication, on le voit justement qui est marqué juste ici, il a été conçu pour être le meilleur Bitcoin. Ça me fait penser, si vous voulez, un petit peu au Ethereum Killer. Les Cardano, etc., etc. On a bien vu ce discours qui est Ethereum Killer. Aujourd'hui, la plupart des blockchains ont changé leur fusil d'épaule, ont retourné leur veste. Oh bah non, mais en fait, on va pas être des Ethereum Killers parce que c'était la mode passé un temps. Je trouve que ça a toujours été bullshit et que c'était évident. Mais plein de personnes, encore une fois, ont alimenté ce narratif du Ethereum Killer. À mon sens, c'était évident depuis le début, et j'étais clairement pas le seul à penser ça, que c'était totalement bullshit. Donc ce comparatif de comparer au nouveau Bitcoin, ça a été fait des centaines et des centaines et des centaines de fois pour vous proposer le nouveau Bitcoin, le nouveau Ethereum Killer, etc. On ne pourra pas écraser Bitcoin, on ne pourra pas écraser Ethereum, si ce n'est de proposer les mêmes architectures de solutions qui soient plus performantes et qui aient une réelle plus-value en termes de proposition et de prise de marché. Sauf que là, on a des solutions qui sont différentes. Donc déjà, mettre en avant qui était conçu pour être un meilleur Bitcoin, ben non, en fait, c'est pas la même fonctionnalité. C'est pas du tout les mêmes objectifs. C'est pas la même proposition de valeur. Donc, je suis désolé, mais non, en fait, ce n'est pas du tout les mêmes propositions de valeur. Donc, déjà, je trouve cette communication très borderline. Très borderline, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas par rapport aux relations exactes entre l'utilisation de la proportion de token, avec l'escroc. Bref, il y a beaucoup, pour le coup, d'inconnus aux alentours et tout ce qui compose effectivement d'un côté la fondation, on ne sait pas exactement ce qu'elle fait, et également du coup au niveau de la pertinence du XRP, ce qui visiblement n'a pas de grande pertinence et d'utilité. Je vais arrêter, on va passer sur le concret, on va finir là-dessus sur la partie analyse technique, sur également la transaction sur la blockchain publique et également sur la notion de concurrence. C'est-à-dire que là on a une proposition de valeur effectivement qui propose des CBDC, qui propose des transactions aux grosses institutions, aux grosses entreprises et effectivement également au système bancaire. Est-ce que les institutions bancaires, sachant que, effectivement, alors, à voir si la totalité, effectivement, de la proposition initiale directement de XRP est vraiment open source ou pas, je parle bien de la proposition technologique initiale ou pas, mais avec tout le budget et toutes les forces, effectivement, de réseau, de pouvoir qu'ont justement les gouvernements, parce qu'on parle également d'accès et d'avantages, du coup, pour la partie gouvernementale. Est-ce que ces gouvernements et ces grosses institutions bancaires n'ont pas justement la capacité par eux-mêmes de créer leur propre blockchain, de créer leurs propres solutions, de créer effectivement leurs propres infrastructures blockchain de solutions pour avoir encore une fois justement cette notion de transaction à la fois rapide, à la fois à faible coût, à la fois évolutif et à la fois durable. À mon sens, ils ont quand même assez d'autorité, de contact et de pouvoir et également potentiellement de budget pour proposer déjà certaines solutions. Donc là, c'est bien le discours encore une fois de Ripple et de XRP, mais quelles sont leurs proportions exactes de marché par rapport à leur concurrence de Swift, des gouvernements et des grosses institutions bancaires qui soit font leur propre blockchain, soit travaillent déjà avec d'autres blockchains. Ça, c'est officiel. On en voit souvent, ça passe régulièrement pour le coup dans les journaux, dans les news. Il suffit juste pour le coup de suivre un petit peu les nouvelles par rapport à tout ça. Donc, et leurs proportions exactement par rapport à leur concurrence, on ne sait pas. Donc, prendre des risques en termes d'exposition économique et financière sur un token où on n'a pas de métrique, c'est pas forcément le truc le plus smart en termes de rapport au risque qu'on ait fait. Okay, pour ce qui est du coup des transactions, nous ce qui nous intéresse, ça va être justement les transactions journalières. Donc là, je vous ai repris directement un Explorer, donc vous avez l'URL qui est juste ici, directement de la blockchain publique XRP. À savoir que cet Explorer-là, malheureusement, on a très peu de data comparé à certaines blockchains. On a des data qui, oui, certes, effectivement, peuvent être pertinentes, mais comparé à certaines blockchains, on a pour le coup très peu de données, malheureusement. Donc on a toujours cet écart de, effectivement, est-ce qu'on a du wash trading ou pas, je ne sais pas, d'un compte à un autre.
donc de nombre de transactions par rapport au nombre de transactions d'un compte par rapport à un autre, on redivise à chaque fois par 10. Donc est-ce qu'il y a ce qu'on appelle effectivement du wash trading? Je ne sais pas, je ne peux pas le vérifier là pour le coup directement. Il faudrait faire appel effectivement à des solutions comme Glassnode, etc. Et encore si vraiment ils arrivent officiellement à retracer le vrai du faux. Donc je ne m'appelle pas, effectivement, je ne suis pas une énorme institution pour effectivement couvrir les données directement d'analyse directement on-chain pour te dire si oui ou non ça a des très fortes chances ou pas d'être directement du wash trading. Mais la question se pose pour faire justement gonfler les chiffres, un petit peu comme par exemple des entités comme certains réseaux sociaux le font actuellement, comme par exemple des méta qui laissent tout un tas de comptes fake et de comptes un petit peu fantômes sur Instagram pour potentiellement gonfler un petit peu les chiffres du nombre d'utilisateurs. Par exemple, c'est exactement le même processus. Et Tron, que vous avez justement ici en rouge, c'est donc la blockchain du token TRX qui est connue justement pour faire ça, exprès pour faire gonfler justement ces chiffres. UOB, pareil, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans l'écosystème et pas que comme je vous expliquais, notamment avec l'exemple de Meta. Donc là, en termes de transactions, on a plus ou moins 1 million. Ben, en vrai, c'est pas déconnant parce qu'on a un Solana à 25 millions. Donc par rapport à Solana, vous voyez déjà si vous prenez le market cap de Solana, on en est très loin. Solana, on a un coût de transaction, enfin de nombre de transactions du coup journalière qui est juste énorme. 25 millions, on va tomber au plus bas entre guillemets à 17 millions. Ce qui est au minimum 17 fois plus gros que l'utilisation de la blockchain XRP. Et les autres blockchains, on a quand même un BNB qui est à 4 millions, on a quand même un Polygon qui est à 2,5 millions, donc qui sont encore une fois également au-dessus de l'utilisation de XRP. Sachant que XRP sont effectivement prévus pour les solutions de paiement. Donc tout ce qui est paiement, logiquement, on devrait, entre guillemets, si c'est vraiment effectivement l'une des plus grosses solutions de l'écosystème, toujours privilégier XRP. Ce qui, dans le fait et dans les cas, effectivement concrets, ne sont pas le cas. On le voit, on a les chiffres qui sont représentés juste ici. Vous avez clairement la proportion. Vous avez l'URL, vous pouvez, si vous voulez, effectivement, encore une fois, aller vérifier par vous-même directement. Donc, il y a effectivement l'utilisation qui rend justement ce nombre de transactions plus pertinente et une utilisation justement du réseau beaucoup plus pertinente. Donc, qui dit faible utilité de XRP et de la blockchain publique, dit gros désavantages. Et pour autant, on a un Solana, on a un Polygon qui sont beaucoup plus bas. Vous voyez, 9e et 12e que directement à XRP si j'enlève le stablecoin qui est directement 3e. Donc, vraiment à ne pas négliger. Même si je prends directement la comparaison avec Ethereum, pareil, vous le voyez, là il est en gris, donc il est au milieu de mon tableau. On est à 1 million, 1 million, 1 million et quelques. On a 1 million et quelques, quasiment 1 million, 1 million. Donc là, vous le voyez, même pour ce qui est d'Ethereum, sachant que sur Ethereum, les frais sont beaucoup plus gros. Pourquoi les gens auraient utilisé une blockchain avec des frais beaucoup plus gros si la pertinence n'est pas beaucoup plus forte en termes de correspondance? Les gens n'iraient pas s'il y avait beaucoup de frais mais qu'il n'y aurait pas forcément d'utilité et de pertinence. Ça veut dire qu'il y a plus de demande et de pertinence à utiliser Ethereum qui a quasiment autant d'utilité que la blockchain XRP. Donc même là, pour le coup, on est largement un cran en dessous parce que les gens vont payer 5 balles, 10 balles, 50 balles pour faire les transactions à chaque fois sur Ethereum, alors que sur XRP, c'est totalement gratuit. Donc rapport de pertinence, encore une fois, d'un point de vue d'XRP, quand je compare les données, c'est pas non plus révolutionnaire. Donc là, on pourrait se dire, oui, mais Antoine, ok, transaction, mais on verra par la suite parce que justement, le marché a toujours raison. Oui, bien évidemment, le marché a toujours raison. On va voir justement ce qu'il nous dit. Le marché en termes d'impact d'offre et de demande, qui est purement la représentation du prix à l'instant T. Donc peut-être que demain, ça va changer, mais aujourd'hui, on a des métriques et je compare les métriques d'aujourd'hui. Lancement, pour le coup, du token. Donc là, on a l'historique à partir de 2013. On a effectivement un énorme pic pour le coup au top du bull run de 2017. Donc si je compare directement avec Bitcoin, on est ici. Okay, donc on a un Bitcoin aux alentours de 20 000 $. Sachant qu'encore une fois, XRP a un market cap qui est plus faible. Donc techniquement, en termes de rapport d'offre et de demande et effectivement de confiance sur le marché, techniquement, on prend plus de risques à investir sur XRP qu'à investir sur Bitcoin. D'un point de vue purement chiffre. Si vous avez un avis qui est personnel par rapport à ça, libre à vous, mais c'est le marché qui dit que statistiquement, en termes d'offres et de demande, c'est plus effectivement pertinent en termes de confiance et de sécurité d'investir sur Bitcoin en termes de résultats également par rapport à son market cap. Donc là, on a un top de marché à 20 000 $ en 2007 sur Bitcoin. Et donc là, on a un XRP qui retombe. Comme Bitcoin, ça c'est OK. Et par la suite, on revient du coup remonter jusqu'au, pour le coup, quasiment 2 $. Donc on ne revient pas faire un nouveau point plus haut ici. Pour le coup, mai 2021. Alors que si on compare à Bitcoin, mai 2021, on a déjà refait un point plus haut, 3 fois plus haut que le précédent plus haut. Donc on a fait x3 sur l'ATH, qu'on appelle le point plus haut. Alors que si je compare XRP, on n'a même pas réussi à revenir au point d'entrée.
Donc c'est comme si mon Bitcoin, qui était monté à 20 000 dollars, il s'était seulement arrêté par exemple à 15 000 dollars. Bah, on aurait dit oui, mais Bitcoin c'est nul, il fait même pas de nouveau ATH, il fait même pas de nouveaux points plus haut. Bah, c'est exactement ce qui se passe actuellement sur XRP. Donc pourquoi j'irais acheter directement du XRP qui fait moins de performance que mon Bitcoin et qui, théoriquement, d'un point de vue market cap, est plus risqué. Je prends plus de risques pour moins de récompenses. Parce que XRP, il fait Bitcoin, du coup, lapsus, il fait effectivement un x3, même plus, il dépasse un x3 par rapport à son ancienne ATH, donc ancien point plus haut, alors que XRP, il n'arrive même pas à le redevancer, à revenir. Et plus on va rester longtemps sous, effectivement, ce nouveau point plus haut, plus ça va être compliqué à chaque fois de le redépasser. Donc c'est pas impossible, mais ça va être de plus en plus compliqué. Pendant ce temps-là, lui, Bitcoin, il décide purement une théorie, pour le coup, haussière à chaque fois, alors que là, on est clairement dans une phase de compression. Donc oui, on compresse, sauf que ça fait pour le coup 5 ans qu'on compresse. Donc est-ce que ça va être une preuve qu'effectivement XRP va s'envoler aux 10 dollars parce que soi-disant, il y a une adoption institutionnelle et des gouvernements et des CBDC qui arrivent? Bah, encore une fois, on n'a pas la concrétisation concrète de l'utilité du XRP par rapport à ces solutions. Donc est-ce que ça veut dire que forcément XRP va être utilisé à une échelle ultra mondiale? Les solutions de Ripple peut-être. Le token, on l'a vu utilité, pour l'instant il n'y a pas grand-chose. Donc j'ai concrètement, encore une fois, le marché a toujours raison, c'est ce qu'on vient de dire. Bah, là, le marché me dit que jusqu'à présent, XRP est clairement en sous-performance par rapport à Bitcoin. Alors que pour autant, théoriquement, le marché, d'un point de vue market cap, est plus risqué d'investir sur XRP. Donc pourquoi investir dessus? Bonne question. Donc pour ce qui est effectivement de la performance directement du token dernièrement en tout cas, et ça viendra à évoluer, on va faire une rétrospective complète sur le prix et jusqu'où également il pourrait aller en termes de target sur du long terme, voir concrètement effectivement ce qu'on peut attendre. Là, j'ai fait l'analyse en rétrospective en public. Je ne vais pas vous parler de mes positions parce que je m'étais positionné justement quelques jours, quelques semaines avant que ça explose. Je me suis très bien couvert quasiment sur les points plus hauts justement de ce pump là parce que justement j'avais défini mes targets à l'avance et qu'ils avaient déjà prévu. Donc je vais vous donner directement les niveaux des targets. Je ne parle pas de position, c'est pas le but. De toute façon, on n'a pas le droit en tant que bon français, etc., de parler officiellement de nos positions ouvertement tant qu'on n'est pas conseillé en investissement. Donc c'est pas le but. Mais effectivement, je vais vous parler de projections et des targets potentiels qu'on peut atteindre par la suite. Donc là, on a effectivement le mérite de dire que le token et le mouvement de XRP étaient très beaux. D'accord? Le token était très beau en termes de mouvement, de prix. Par contre, des pumps comme ça, là, vous ne pouvez pas nier qu'il y a clairement une manipulation du token. C'est en termes de mouvement, vous ne pouvez pas nier qu'il y a clairement une grosse manipulation au niveau du token. Tu ne peux pas faire un énorme pump comme ça du jour au lendemain. Il y a clairement un assèchement de l'offre qui s'est fait pendant quelle période, sur quel laps de période, à quelle proportion, je ne sais pas. Mais là, clairement, un pump comme ça, on sait très bien qu'il y a eu manipulation de la supply. C'est évident. Par qui? Je ne suis pas boule de cristal, je ne suis pas Irmin, mais c'est absolument évident. On ne fait pas 3 énormes 4-5 bougies comme ça du jour au lendemain pour remourir pendant, après, pour le coup, l'espace de quasiment 3 ans. Ça ne se fait pas du prochain bull run. Il y a eu un assèchement de l'offre et le graphique est, mine de rien, particulièrement sympathique. Donc là, pareil, on revient exploser. Pareil, il y a eu des gros mouvements. On vient bien en plus chercher les zones de liquidation. On fait une grosse mèche bien haute pour venir corriger sous le point plus bas juste ici. Donc là, clairement, mouvement technique pour liquider les gens au niveau des effets de levier qui est juste insane, ou même des stop loss, donc des positions effectivement où vous protégez au niveau des différents outils de trading. Donc là, clairement, ultra stratégique si on aurait voulu piéger un maximum de personnes. Est-ce que c'est un hasard? Je ne pense absolument pas. Et des mouvements comme ça, j'en ai vu plus d'un qui ont été assez sales, justement dû effectivement à certains assèchements des liquidités, de certains mouvements qui peuvent très fortement s'apparenter à la liquidation. Donc c'est de l'expérience que je vous dis. Je n'utilise pas ça juste pour le coup pour faire joli. Donc là, effectivement, c'est ce que j'avais effectivement analysé publiquement en termes de rétrospective. On a pour le coup des clôtures qui sont juste ici en weekly, donc des clôtures, des zones qui sont assez importantes. On a également des mèches qui sont ici et ici au niveau des dernières mèches. Donc le cours a une mémoire, donc le cours va se rappeler à chaque fois des dernières clôtures et des dernières bougies. Et en plus de ça, c'est ce que j'ai fait avec mon petit Fibo. Je reprends l'ensemble du mouvement du coup depuis 2021. Donc je prends le plus haut jusqu'au plus bas qui est juste ici. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une zone particulièrement importante qui est ici au niveau des 38,2 et également ma zone de recharge. Et d'ailleurs, vous le voyez, la zone de recharge au niveau surtout de celle-ci de 61,8 qui tombe pile poil également avec notre petite mèche, nos petits groupes de clôture juste ici, nos petites mèches juste ici, et également cette petite mèche qui vient également
se poser du coup dans notre fameuse zone pour le coup de rechargement entre du coup les 161.8 et les 78.6 qui est connue justement pour être une zone entre guillemets. Effectivement, on va venir chercher un mouvement pour effectivement repartir à la baisse et piéger effectivement les gens. Ce sont des zones effectivement qui sont connues justement pour ça, pour changer effectivement de directionnel et venir piéger les gens. Ok, ça c'est connu, la plupart des traders vous le dira, c'est assez évident. Donc là, on a des zones stratégiques qui sont justement des zones de prise de profit qui vont être justement cette zone juste ici, jusqu'à effectivement la clôture au niveau de la clôture de bougie qui sont juste ici, et également une petite zone. Allez, on va prendre celle-ci. Je pourrais vraiment élargir celle-ci, mais je vais carrément m'arrêter juste ici parce qu'on a pareil au niveau des 702 qui sont moins utilisés, mais qui à mon sens sont quand même mine de rien assez pertinentes. On a quand même pareil une belle zone de profit qui s'apparente juste ici. Donc déjà, là, ça vous fait target officiel en termes de point de vue technique sur lesquels on pourrait venir effectivement s'échouer. Par exemple, je fais un exemple, où le prix pourrait venir effectivement s'échouer juste ici, nous faire effectivement un exemple de double top et après revenir s'étaler par la suite pour potentiellement refaire un autre mouvement. On a piégé les gens ici, on retrace par exemple un autre Fibonacci. Alors je pourrais descendre un petit peu, par exemple, j'ai tracé juste ici. Vous voyez, on revient chercher cette zone de rechargement qui est juste ici. Hop, hop, hop. On revient chercher le bas de cette zone. On revient faire effectivement un double creux, mais dans l'autre sens, pour repartir à la hausse et potentiellement revenir chercher cette deuxième zone, refaire le même mouvement, repartir à la baisse. Vous avez compris. Et on peut très bien continuer comme ça longtemps. Donc oui, on peut continuer de monter. Mais la question, c'est à quel rythme ? Parce que malheureusement, si effectivement on n'arrive pas à surperformer, encore une fois, un Bitcoin ou des nouvelles propositions de valeur, des nouvelles autres blockchains, qui sont quand même assez grosses, comme un Solana, comme un Aptos, etc., quelle est encore une fois la pertinence d'acheter du XRP si je vais sous-performer un Solana, un Aptos ou autre ? Quel est l'intérêt si je peux faire mieux ailleurs sur des technologies plus innovatrices et qui en plus de ça sont pas forcément les plus complexes à repérer et entre guillemets également à investir dessus. La question elle est là, parce que oui, votre XRP il peut effectivement monter à 10$, 20$, etc. Évidemment qu'il peut. Mais la question c'est en combien de temps ? Et là en termes d'historique temporel, c'est vraiment pas bon. Donc oui, on compresse, mais pendant ce temps-là, on a effectivement des bitcoins qui nous font des creux et des points hauts de plus en plus haut à chaque fois. Donc une vraie tendance baissière, une vraie tendance haussière, lapsus décidément, une vraie tendance haussière. Alors que là, XRP, on n'a pas de tendance haussière, on a un range. On a une phase de latérisation. Et donc forcément, c'est beaucoup moins haussier et ça incite beaucoup moins de capitaux à se dire le XRP va continuer de monter parce que je suis beaucoup moins haussier que la plupart des actifs qui ont refait à chaque fois des points plus hauts sur le nouveau cycle du halving. Et donc si je prends effectivement mes targets long terme, et alors on fait un petit coup également sur le court terme tant que je suis là, là pour le coup vous le voyez on a un début de double top. Donc j'ai pas d'énormes contre-signaux jusqu'à présent vu qu'on a une mèche. Si je me contente sur les mèches, j'ai pas spécialement de divergence jusqu'à présent. J'ai pas de divergence dans un sens ou dans un autre. J'ai pas de grosses divergences, en tout cas apparentes. J'en ai quelques-unes, mais c'est pas de grosses divergences qui sont extrêmement importantes. Okay. Par contre, est-ce que là justement, j'aurais pas un double top qui est en train de se former juste ici et ici, c'est-à-dire que là je vous le fais effectivement, je pourrais plus le faire comme ça. Tac, tac, tac. Un double top qui est en train de se former. C'est une bonne question. On peut très bien également revenir accumuler pour pumper plus haut. Ça, effectivement, c'est possible. Mais il faudra venir justement casser cette zone et traverser cette zone. Parce que là, on a une grosse zone, effectivement, de prise de profit qui, pour le coup, est particulièrement importante et que je viens directement de vous montrer à cause justement de ces zones stratégiques. Et si on traverse effectivement cette zone au niveau, on va dire, des 90 centimes, globalement, vraiment très très grossièrement, vous avez effectivement un target ici précise au niveau du rebond du Fibo et au niveau de la petite mèche, qui est au niveau des 0,93. Si effectivement on vient confirmer et qu'on valide des bougies en daily et en weekly, donc en journalier et en hebdomadaire au-dessus de cette zone, effectivement on pourra se dire potentiellement on peut aller chercher des zones plus hautes. Encore une fois, ça va dépendre de la configuration. Si on fait des petits creux comme ça avec une tendance haussière avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, ou si alors justement malheureusement on fait un range comme ceci. Si on vient faire un range comme ceci, vous voyez bien que là c'est horizontal et on vient effectivement se renfermer dans un espèce de petit triangle, là on n'a pas de directionnel officiel. Il faudra attendre d'avoir une résolution si on casse effectivement cette zone à la hausse ou cette zone à la baisse. Donc tant que j'ai pas ça, RS. Et donc la prochaine target, c'est justement cette fameuse target que je vous montrais juste ici, au niveau de ces clôtures. Pourquoi je l'ai fait un peu plus basse ? Justement pour anticiper le prochain mouvement. Donc prochaine zone de TP,
on va dire que c'est les 1.3 ou globalement, allez, pour être large, effectivement, les 1.5 parce qu'au moins, dans cette zone de rechargement, effectivement, on a des grosses zones propices à prendre des profits. Et si on veut vraiment, entre guillemets, la traverser, là, pareil, vous avez pour le coup des grosses clôtures ici qui s'apparentent et qui se marquent ici au niveau des clôtures pour le coup en hebdomadaire et des bougies ici, et des mèches, pardon, ici, au niveau du coup des hauts des bougies. Donc là, à la limite, si on a pareil des belles structures qui viennent se former au-dessus des 1.6 $, pourquoi pas la chercher plus haut? Mais déjà, là, on a des grosses barrières qui s'apparentent ici au niveau des 90 centimes et également au niveau des 1.4 qui sont particulièrement importantes, donc qui vont être difficiles à traverser. Les zones importantes par la suite, si effectivement on vient traverser ces grosses zones, donc là je prends l'intégralité de l'historique depuis 2017. Je reprends effectivement ces zones qui sont importantes. Vous avez vu ce que je vous ai marqué ou pas tout à l'heure? Je vous ai dit, là on a une zone importante par rapport effectivement des 3.1 au globalement 1.5. On va mettre 1.5 juste ici. Ok. Qu'est-ce qui se passe juste ici également sur le Fibonacci de la plus grosse zone? Vous voyez, 38,2 également. Donc on revient confirmer également cette zone ici. Et vous le voyez, on est tout à fait là exactement sur le même niveau parfait que effectivement ce bas des 61,18. Donc c'est pas la même zone, mais parce qu'on a des échelles différentes et qu'elles viennent se corréler comme ça rajoute un niveau important de prise de profit. Donc vu effectivement qu'on a cette zone également d'addition, ben moi si je suis une grosse baleine, et bien justement je vais anticiper effectivement éviter de prendre des profits un peu plus tôt parce que justement j'ai cette même coordination effectivement de ces points-là et qu'on a déjà la validation des mèches, de clôture de bougies sur des zones importantes et en plus de ça une zone importante déjà sur le mouvement intégral de 2017. Après pareil, on a un ATH qui vient se construire juste ici au niveau quasiment des 2 $ et le bas de notre zone pour le coup de la zone de recharge. Donc là pareil, grosse zone de défense. Déjà pourquoi? Parce que tout simplement on a en fait le point plus haut qui forcément automatiquement va être une zone de résistance. Et en plus de ça, on vient s'apparenter également à la zone de prise de profit sur le mouvement intégral de 2017. Et si on vient au-delà de ces zones-là, qu'on arrive, et je dis bien à traverser officiellement, bah, il faudra voir si effectivement on commence à avoir une nouvelle tendance haussière qui se dessine, eh bien oui, on pourra aller plus haut. Et là, vous avez vu qu'on a quand même des zones particulièrement importantes qui viennent se dessiner juste ici, une deuxième zone juste ici, et une troisième zone plus qu'importante également par ici. Donc ça nous fait 3 énormes zones qui vont vraiment pas être simples à traverser. Donc la question n'est pas si oui ou non XRP va les traverser. La question c'est est-ce qu'il va arriver à les traverser et à refaire une surperformance plus tôt que les autres actifs, et on veut voir une surperformance par rapport à Bitcoin ou les actifs sur lesquels on veut potentiellement spéculer ou investir. Parce qu'encore une fois, si notre XRP il fait moins de performance que les autres actifs, ça n'a pas d'intérêt. Nous, ce qui nous importe, c'est avoir les meilleurs actifs qui vont obtenir le plus de performance possible. Voilà pour cette vidéo extrêmement complète. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires pour le coup sur XRP, je me ferai un plaisir pour le coup de vous répondre. On fera des posts sur Insta ou quoi complémentaires si besoin, ou une autre vidéo si besoin par la suite sur XRP si effectivement le besoin et la proposition est pertinente. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir dans les commentaires. Si c'est pour dire que je dis de la merde et que vous êtes un pro XRP, faites comme vous voulez, j'en ai rien à faire, je n'ai pas besoin de l'avis de tiers, c'est ce que je pense le plus objectivement possible. S'il y a des points que vous voulez complémenter, que vous pensez effectivement que je me suis également trompé ou que je n'ai pas le détail, n'hésitez pas pareil à le rajouter en commentaire, c'est avec plaisir. Nous on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo. Si vous avez besoin, formation gratuite pour obtenir ta liberté financière en moins de 5 ans directement en bio. Si tu veux pouvoir profiter d'un bilan totalement personnalisé et offert, on se retrouve directement sur Instagram. Tu as le lien en bio, mais sinon c'est tout simplement Crypto Alchimiste sur Instagram. Tu m'envoies directement en DM, en message privé crypto, et je ferai effectivement le plaisir de t'aider avec ce bilan personnalisé offert. Ça t'engage à rien et ça pourra directement te permettre de faire un point sur ta situation en termes de gestion de portefeuille ou directement sur ta partie stratégie. C'est avec plaisir. On se retrouve sur Instagram effectivement avec crypto en message privé ou directement, soit sur la formation gratuite Liberty Start ou dans la prochaine vidéo. On se dit à très vite et à la prochaine les Future Whales.